Dans cette capsule de cours, on va vous parler des spectres visibles et UV, ultraviolets. Vous vous souvenez peut-être de notre cours de première S où on avait défini le spectre continu de la lumière blanche, qui va pour le bleu-violet de 400 nanomètres à 800 nanomètres de longueur d'onde, les ultraviolets étant les ondes électromagnétiques de longueur d'onde inférieure à 400 nanomètres. Vous vous souvenez de quelques expériences de décomposition de la lumière blanche qu'on a faites en première S. On envoie par exemple un faisceau de lumière blanche sur un prisme ou un réseau. Cette lumière blanche est décomposée. Si on passe à travers un filtre, par exemple un filtre jaune, eh bien on voit qu'il manque une partie de ce spectre. Ici, il manque le bleu. Ça se traduit par une courbe de transmittance ou de transmission qui nous dit que lorsque le spectre est à son maximum, ici 100%, eh bien c'est que la lumière passe. Par contre, lorsque le spectre est à 0, la lumière ne passe pas. On peut aussi représenter ça sous une façon radicalement différente, en représentant non plus la transmittance, mais l'absorbance. Cette absorbance traduit que lorsque la couleur est absorbée, on a une courbe haute, par contre on a une courbe à 0 lorsque la couleur n'est pas absorbée. Ici, le jaune passe très facilement à travers cette solution, l'absorbance est à 0. Vous vous souvenez aussi des trois couleurs primaires pour l'homme, le rouge, le vert, le bleu. C'est lié à l'existence de trois types de cônes sensibles aux couleurs dans notre œil, dans notre rétine. Celles qui sont sensibles au bleu, celles qui sont sensibles au vert et celles qui sont sensibles au rouge et au jaune. Comment se fait-il qu'on distingue d'autres couleurs? Tout simplement parce que, en fonction des quantités de la quantité de lumière reçue par le bleu, le vert et le rouge, notre cerveau va traduire ces impressions par des couleurs différentes. Lorsqu'il reçoit du rouge et du vert, notre cerveau voit du jaune. Lorsqu'il voit du rouge et du bleu, notre cerveau traduit ça sous forme de magenta. Et lorsqu'il reçoit du vert et du bleu, notre cerveau voit du cyan. Lorsqu'il voit du rouge, du vert et du bleu, notre cerveau traduit ça comme étant du blanc. Donc ça veut dire qu'on peut reconstituer la totalité des couleurs simplement en superposant une certaine quantité de vert, de rouge et de bleu. C'est ce qu'on a appelé l'année dernière la synthèse additive. Sur ce document qui est là, on a en vis-à-vis deux couleurs qu'on appelle complémentaires. Par exemple, le jaune est complémentaire du bleu. Le bleu est une couleur primaire. Le jaune est sa couleur secondaire complémentaire. Comment est-ce qu'on obtient du jaune? En prélevant simplement le bleu dans le spectre continu. Il existe des espèces chimiques colorées, par exemple ces colorants industriels du sirop de menthe, le E102 qui est un jaune, et le E131, ce31 qui est un bleu. Et on rappelle que ces molécules qui sont colorées, elles ont toutes une caractéristique commune, c'est qu'elles présentent des doubles liaisons en position conjuguée, c'est-à-dire alterner une simple, une double, une simple, une double. C'est ce qu'on trouve sur ces deux molécules. On peut imaginer une activité expérimentale qui serait avec un spectrophotomètre, de tracer le spectre d'absorption d'un sirop de menthe, expliquer pourquoi le sirop de menthe nous paraît vert, puis extraire et séparer les deux colorants du sirop de menthe par chromatographie sur couche mince ou chromatographie sur colonne, tracer les spectres d'absorption de ces deux colorants, expliquer pourquoi un de ces colorants nous paraît bleu, l'autre nous paraît jaune. C'est ce qu'on a fait ici. On a le spectre du sirop de menthe. Pourquoi est-ce qu'il paraît vert? Tout simplement parce qu'on voit bien qu'il y a une grande absorbance dans le bleu, une absorbance dans le jaune, orange, rouge. Par contre, le vert n'est quasiment pas absorbé. Donc, cette solution nous paraît verte. Le jaune de tartrazine, lui, au contraire, a un pic dans le bleu, alors que le vert et le rouge ne sont pas du tout absorbés. Notre cerveau voit du jaune. Et pour le bleu patenté, on voit que c'est pour l'essentiel l'orange, rouge et le vert qui est absorbé. Par contre, le bleu n'est pas du tout absorbé, la solution nous paraît bleue. Lorsqu'on superpose point à point les deux courbes d'absorption pour les deux colorants, on retrouve la courbe caractéristique du sirop de menthe. On peut imaginer une autre activité expérimentale qui consiste à extraire et identifier les pigments chlorophylliens de l'épinard. Pour extraire ces pigments, c'est relativement simple, on fait une extraction mécanique, puis une filtration, on passe ça dans une eau pour les décompter, on obtient des solutions relativement concentrées qu'on va pouvoir placer sur la ligne dépôt de cette plaque, mettre un éluant. L'éluant, lorsqu'il va migrer, va entraîner les espèces chimiques
vers le haut, et on va avoir une séparation des différentes espèces chimiques. Principalement 3 sont visibles, l'exanthophile tout en haut, jaune, et 2 taches verdâtres qui correspondent au chlorophylle A et au chlorophylle B. On vous rappelle que le rapport frontal, c'est la distance de migration d'une espèce chimique sur la distance de migration de l'éluant. Et on vous demande de calculer ici le rapport frontal pour les 2 chlorophylles A et B. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour répondre à cette question. Eh bien, pour répondre à cette question, il faut mesurer la distance sur laquelle a migré l'éluant. Ici, c'est à peu près 6 cm. La distance sur laquelle a migré la chlorophylle A, ici, c'est à peu près 5 cm. Et on trouve à peu près 3,5 cm pour la chlorophylle B. Pour calculer les rapports frontaux, eh bien, il faut prendre la distance parcourue par l'espèce chimique. Par exemple, pour la chlorophylle A, c'est 5 cm, que divise la distance parcourue par l'éluant, 6 cm, on trouve 0,83. Et pour la chlorophylle B, on trouve à peu près 0,58. Ensuite, on peut découper au ciseau les 3 bandes correspondant à chacune de ces espèces chimiques, les redissoudre dans un peu d'éluant, passer ça dans la cuve du spectrophotomètre et on obtient les 3 spectres correspondant à ces 3 espèces chimiques. Ces 3 spectres correspondent à la chlorophylle A, à la chlorophylle B et aux xanthophiles. Comment est-ce qu'on va les reconnaître, ces chlorophylles A et B? Eh bien, les chlorophylles B ont 2 spectres, 2 pics qui sont rapprochés, plus rapprochés que les 2 pics de la chlorophylle A. Donc ici, en rose, on reconnaît la chlorophylle A et la chlorophylle B, et par exemple, en rouge, c'est celle-ci. On peut remarquer que ces 2 molécules de chlorophylle sont extrêmement proches l'une de l'autre. Ce sont 2 grosses molécules, et elles sont uniquement différentes par ce tout petit radical qui se trouve ici, qui peut être soit un groupe CH3, un groupe méthyle, soit un groupe CHO, une fonction aldéhyde. Donc cette toute petite modification sur cette grosse molécule a des conséquences importantes sur la coloration de cette solution. Ces tout petits groupes qui sont là sont appelés des groupes oxophores. Une modification mineure de ces groupes provoque des conséquences importantes sur leurs caractéristiques lumineuses. Vous vous souvenez aussi bien sûr de notre programme de première S et de la loi de Beer-Lambert. Lorsqu'on prend une espèce chimique colorée, on va pouvoir tracer sa courbe d'absorption. Sa courbe d'absorption présente une couleur pour laquelle l'absorbance est maximale. Cette couleur a une longueur d'onde qu'on note lambda max. Le reste de la lumière ne nous intéresse plus. On va s'intéresser uniquement à la lumière qui a pour longueur d'onde lambda max. C'est une lumière qu'on appelle monochromatique. Comment est-ce qu'on l'obtient? On envoie la lumière blanche sur un prisme ou sur un réseau, on récupère un pinceau de lumière colorée, d'une seule couleur, on envoie ça dans la cuve du spectrophotomètre et on mesure l'absorbance. On s'aperçoit alors que, tout au moins pour des concentrations faibles, si les concentrations sont trop élevées, ça ne marche plus. Mais on s'aperçoit que pour des concentrations faibles, l'absorbance est proportionnelle à la concentration. Ça se traduit par une droite qui passe par l'origine. Cette proportionnalité se traduit sous forme d'une loi qui s'écrit A, l'absorbance, est égale à K, un coefficient de proportionnalité que multiplie C, la concentration. A est une grandeur sans unité. La concentration s'exprime en mol par litre. Donc forcément, K s'exprime en litres par mol. Activité expérimentale. On dispose d'une fiole de 100 ml, de bécher, d'un jeune pipette, de permanganate de potassium solide, d'une balance. Comment préparer 100 ml d'une solution S0 de concentration en permanganate de 1 10 puissance moins 4 mol par litre? Vous pouvez mettre la vidéo en pause pour traiter cette question. Il faut tout d'abord déterminer la masse molaire du permanganate. C'est relativement simple, on vient chercher la masse molaire du potassium, la masse molaire du magnésium, du manganèse, et on multiplie par 4 fois la masse molaire de l'oxygène. Quelle est la quantité de matière de soluté qu'il faut préparer? Eh bien, c'est la concentration souhaitée que multiplie le volume souhaité. 10 puissance moins 4 que multiplie 100, on obtient du 10 puissance, alors 100 ml, on obtient du 100 10 puissance moins 3 litres fois 10 puissance moins 4, ce qui nous fait du 10 puissance moins 5 mol. Quelle est la masse qu'on doit peser?
Eh bien la masse qu'on doit peser, c'est la quantité de matière que multiplie la masse molaire, et on obtient 1,58 10 puissance moins 3 grammes. 1,58 10 puissance moins 3 grammes, c'est une toute petite quantité de matière qu'on peut éventuellement peser avec une balance de précision. En l'occurrence, ici, le protocole adapté consisterait à faire une solution préalablement concentrée, puis à la diluer pour obtenir la concentration souhaitée. Suite de cette activité expérimentale. Le spectre d'absorption des ions permanganate est obtenu avec un spectrophotomètre, le voilà. Justifiez la couleur violette de la solution, déterminez la longueur d'onde lambda max. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour répondre à cette question. On voit bien que l'absorbance se traduit essentiellement dans le vert, alors que le rouge et que le bleu sont faiblement absorbés. Donc passe. Eh bien, rouge plus bleu, ça donne du magenta. Et puis on peut dire aussi que le vert étant absorbé, la couleur complémentaire est le magenta. Donc eh bien, ça traduit cette couleur violette du permanganate. Le lambda max est facilement observé ici. Le pic se trouve à peu près à 540 nanomètres. Ça veut dire que lorsqu'on travaillera avec le permanganate, on va travailler avec une lumière verte de 540 nanomètres. Les autres couleurs ne nous intéressent pas. Suite de l'activité expérimentale, on vous demande de compléter le tableau suivant. On vous demanderait éventuellement de préparer les solutions, de tracer la courbe d'étalonnage en mesurant les différentes absorbances. Ça a été fait. On vous demande de tracer la courbe. On vous demande si la loi de Beer-Lambert est respectée et on vous demande de mesurer K, le coefficient de proportionnalité qui nous dit que A est égal à K fois C. Vous pouvez mettre la vidéo en pause pour compléter le tableau, tracer la courbe et répondre aux questions. Complétons le tableau. Pour la solution S0, on a mis 0 ml de S0 et on a mis 10 ml d'eau. Donc ça contient que de l'eau. Autrement dit, la concentration en permanganate, elle est nulle. Pour cette solution finale ici, on n'a mis que de la solution S0. On n'a pas mis d'eau, donc il n'y a pas eu de dilution. Donc on est à une concentration de 10 puissance moins 4 mol par litre. Pour les autres valeurs, comment on trouve ici par exemple 2 10 puissance moins 5? Eh bien on a pris 2 ml de la solution concentrée et on a obtenu au total 8 plus 2, 10 ml. Donc le taux de dilution est de 2 dixièmes. 2 dixièmes que multiplie 10 puissance moins 4, ça fait 2 10 puissance moins 5. Puis 4 sur 10, 4 dixièmes, puis 6 dixièmes, plus 8 dixièmes. Voilà comment on peut compléter notre tableau. Ensuite, lorsqu'on trace la courbe, on s'aperçoit que les points sont alignés et que la droite formée passe par l'origine. Il y a donc proportionnalité entre l'absorbance et la concentration. La loi de Beer-Lambert est respectée. Donc on peut bien écrire que A est égal à K fois C. Comment déterminer la valeur de K? Eh bien si A est égal à K fois C, on va pouvoir écrire que K est égal à A sur C. On va prendre un point de la droite, on va prendre son ordonnée, son abscisse, on divise l'absorbance par la concentration, on trouve ici quelque chose comme 7,4 10 puissance 3. Il ne faut pas oublier l'unité. Vous vous souvenez, puisque la concentration est en mol par litre, puisque A n'a pas d'unité, il faut que K s'exprime en litres par mol. K égale 7,4 10 puissance 3 litres par mol. Dernière partie de cette activité expérimentale, on a une concentration de permanganate de potassium, de solutions inconnues. Par contre, on connaît son absorbance. Comment déterminer sa concentration? On a la courbe. Comment déterminer cette concentration? Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour répondre à cette question. La première solution consiste à partir de la courbe d'étalonnage, à tracer la droite, à repérer sur l'axe des absorbances l'absorbance de la solution qui vaut 0,37, de projeter ça sur la droite, et le point d'intersection de cette droite, eh bien on projette sur l'axe des abscisses et on obtient la concentration. Ici on lit sur la courbe quelque chose comme 5 10 puissance moins 5 mol par litre.
L'autre possibilité consiste à partir de la formule A est égal à K fois C. Parce que si A est égal à K fois C, C est égal à A sur K. Or, K est connu. On peut donc faire l'application numérique. 0,37 c'est l'absorbance, que divise K qui vaut 7,4 10 puissance 3, ce qu'on a déterminé précédemment, et on obtient à nouveau 5 10 puissance moins 5 mol par litre. Et les UV? Eh bien la spectroscopie UV est surtout utilisée pour identifier une molécule ou un ion et déterminer sa concentration. Elle est peu utilisée pour déterminer la structure même d'une molécule. On verra d'autres spectroscopies plus tard qui permettent de s'intéresser à la structure de la molécule. Alors, quelle est la différence finalement entre l'UV et le visible? Il n'y en a pas beaucoup. C'est simplement en fonction du nombre de doubles liaisons conjuguées. Lorsqu'il y a de nombreuses doubles liaisons conjuguées, la molécule est colorée et absorbe des lumières qui sont dans le visible. Lorsqu'il y a peu de doubles liaisons conjuguées, la molécule absorbe essentiellement des UV. Donc la spectroscopie UV s'intéresse aux petites molécules qui possèdent peu de doubles liaisons. Par exemple, ici, le benzène, le naphthalène, tous ces noyaux benzéniques absorbent dans les UV. Les acides nucléiques, vous savez, l'ARN, l'ADN qu'on voit en SVT, absorbent eux aussi dans les UV. Les sucres aussi absorbent dans les UV. Par exemple, ici, ces acides nucléiques absorbent sur des longueurs d'onde d'environ 260 nanomètres. C'est bien inférieur à 400 nanomètres. Il s'agit donc bien d'UV. Voilà, merci pour votre attention.